Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 3 intitulé Résolution des problèmes. Dans le précédent chapitre, le chapitre 1, nous avons passé en revue les généralités sur l'intelligence artificielle et nous nous sommes focalisés sur un élément essentiel, les deux axes principaux de l'intelligence artificielle. Donc, on avait dit que la machine peut avoir la capacité de penser comme un humain ou agir comme un humain. Dans la notion d'action, nous avons dit que nous avons retenu euh, le fait que la machine peut agir rationnellement. D'accord? Rationnellement, ça veut dire que on peut prendre de bonnes décisions. Et dans le deuxième chapitre, nous sommes focalisés sur les agents intelligents et chaque agent est doté de capacités pour réaliser quelque chose sur base de ce qu'il perçoit de son environnement à l'aide des capteurs et il va utiliser les effecteurs pour agir dans son environnement. Donc les capteurs, ça peut être tout ce qui peut percevoir de l'information, ça peut être le capteur de température, ça peut être le capteur de chaleur, ça peut être n'importe quel instrument que vous pouvez utiliser, la caméra, pour percevoir quelque chose. Et après traitement, il faut faire des actions. Cette action-là peut déclencher une alarme, ça peut déclencher, envoyer des messages de mise à jour au niveau des serveurs ou toute autre action. Le robot est aussi utilisé beaucoup dans la résolution de problèmes. La résolution de problèmes ici, on voit que vous êtes dans une situation X et vous voulez aller dans un état Y qui est l'état qui veut dire solution. D'accord? Pour passer de X à Y, il faut un certain nombre d'étapes. D'accord? Pour cela, il faut un algorithme qui va vous aider à passer de l'état X à l'état Y. Donc, un problème, on parle de problème lorsqu'on se trouve dans une certaine situation et on a un but à atteindre. D'accord? Et on ne voit pas comment immédiatement atteindre ce but-là si on applique un certain nombre d'actions, d'accord, qui vont nous aider à aller de l'étape initiale vers l'étape finale. Ces différentes étapes que nous avons parcourues pour aller de l'état initial à l'état final constituera les éléments de notre solution, d'accord? Les éléments de notre solution. Donc, la résolution de problèmes est le processus qui consiste à sélectionner et à ordonnancer des actions élémentaires en séquence afin d'atteindre le but donné, en respectant les contraintes d'un environnement donné. D'accord? Nous devons passer d'un état initial pour aller vers un état final, mais entre les deux, il faut choisir un certain nombre d'actions qui vont nous aider à atteindre le but final. D'accord? Donc l'état initial représente le problème que nous avons, l'état final représente la solution au problème et les étapes intermédiaires ou les actions élémentaires que nous allons mettre en place pour aller de l'état initial à l'état final constituera notre solution. Donc lorsque nous sommes dans un problème, dans une situation de résolution de problème, donc l'objectif du processus c'est de trouver une séquence d'actions à exécuter pour passer de l'état initial à l'état final. Je donne un exemple simple. Vous êtes par exemple dans une ville A, vous voulez aller dans la ville Z. D'accord? Vous allez prendre des décisions. La décision peut être par exemple de la ville A, je vais passer à la ville B, de la ville B à la ville C, C, D, D, E, jusqu'à X, X, Y et Y, Z. Quelqu'un d'autre peut dire de la ville A, je vais sauter jusqu'à M, de M, je vais passer jusqu'à S, et de S, je vais atteindre directement Z si bien sûr il y a un chemin entre les deux nœuds. D'accord? J'ai déjà utilisé un terme technique, le terme chemin et le terme nœud. D'accord? Les différents problèmes que nous avons souvent, tels que le problème de voyageurs de commerce, donc un voyageur qui doit parcourir un ensemble de villes et il doit visiter ces villes une seule fois. D'accord? Donc ces problèmes d'optimisation nous demandent à ce que nous puissions trouver le chemin le moins coûteux que le voyageur peut emprunter en visitant tous les villages possibles qu'il va parcourir pour vendre ses marchandises. D'accord? On peut aussi poser le même problème dans le jeu des taquins où vous avez les différentes pièces qui ont été dispersées.
vous devez arranger ces pièces pour les ramener à l'état initial, l'état ordonné. D'accord? On a aussi un autre problème communément connu sous le nom de problème de la chèvre, le chou et le loup, où un voyageur doit traverser la rivière, mais il ne doit pas prendre deux éléments antagonistes. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas prendre la chèvre et le chou, parce que la chèvre va bouffer le chou. Il ne peut pas prendre aussi la chèvre et le loup, parce que le loup va bouffer la chèvre. Mais il ne doit prendre que deux éléments, d'accord? Au plus deux éléments. D'accord? Au moins un seul élément, mais au plus deux éléments. D'accord? Comment la personne qui traverse la rivière va faire pour que le trois éléments puisse être traversé sans qu'il y ait un problème au niveau de la traversée. D'accord? Donc nous avons plusieurs problèmes, tels que le problème de voyageurs de commerce. On va trouver les trajets de longueur minimale, ça veut dire le plus court chemin, passant par toutes les villes et revenant au point de départ. D'accord? Et ça, pour le calculer, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous allez faire un calcul qu'on appelle combinatoire. D'accord? Vous allez trouver toutes les possibilités. Si je commençais par la ville A, suivi de la ville B, suivi de la ville C, suivi de la ville Z, pour me retourner vers la ville A, combien ça va coûter? Non, si je passais par la ville B, après B, j'ai passé par C, C, j'ai passé par 2, ainsi de suite. Combien ça va me coûter? Donc, vous allez calculer toutes les possibilités et le meilleur chemin sera trouvé peut-être lors du dernier calcul. D'accord? En mathématiques, informatique, on parle ça de la complexité de votre algorithme. Donc, si vous avez un algorithme qui est quadratique, ça veut dire de l'ordre de n au carré, ça ne va pas. Si vous avez de l'ordre exponentiel, c'est encore pire. D'accord? Cette situation nous ramène dans un algorithme d'ordre exponentiel. Ça veut dire que ce n'est pas efficace. Donc, nous avons encore plusieurs autres problèmes, tels que le jeu du taquin. D'accord? Vous avez un jeu qui vous a été proposé dans cet état. Vous devez atteindre l'état final où le 1 sera suffi de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Comment à partir de cet état initial, je vais atteindre l'étape finale? D'accord? Donc, quelles sont les actions ici? C'est déplacer les différents éléments de gauche ou à droite s'il y a un vide. Donc, on peut déplacer 1, on peut déplacer 3, 5 et 2. Quel est le meilleur élément à déplacer? Le meilleur nombre à déplacer? Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2 ou c'est 3? D'accord? Donc, on doit avoir aussi une fonction qui va mesurer si nous avons atteint l'objectif ou pas. Ok? Donc, réaliser cela va nous coûter en termes d'analyse combinatoire. Donc, on aura plusieurs possibilités. La possibilité si on jouait les 2, si on joue le 3, si on jouait les 5, si on jouait les 1. Et lorsqu'on joue le 2, on va avoir la possibilité de jouer 4 ou de jouer 7. Si on joue le 3, on doit avoir la possibilité de jouer 8 ou bien 6. Ainsi de suite. Si on jouait les 5, on doit avoir la possibilité de déplacer 7 ou 8 parce que si 5 se déplace, il laisse un vide. Là où il y avait 5, il n'y a que 8 qui peut prendre sa place ou 7. Donc pour chaque élément, ça va donner des suppositions, et jusqu'à ce qu'on va trouver la réponse. Et ça, ce n'est pas efficace. D'accord? Le problème, par exemple, de la chèvre, le chou et le loup, c'est pareil aussi. D'accord? Comment la personne doit procéder pour mettre au minimum un élément dans sa pirogue, au maximum 2 pour traverser la rivière. D'accord? Donc, si les contraintes ne sont pas respectées, il y aura un problème. Donc, on a aussi la tour d'Hanoï qui consiste à déplacer les éléments qui se trouvent dans la première disque vers la troisième disque en gardant leur position croissante. Ça veut dire qu'il y a le plus petit qui est au top et le plus grand sera dans la base. D'accord? Donc, si on a ces différents poteaux et que nous devons déplacer les trois disques, comment nous allons faire? Ok? Donc, vous commencez à déplacer le petit disque, par exemple. Si on n'avait que trois éléments, on déplace ça au milieu. Le deuxième, on déplace vers la fin. Après, on ramène le premier qui était ici vers la fin. Ça laisse les vides. Le grand élément vient au milieu. Puis on ramène le petit ici, le deuxième là-bas, puis le petit encore ici. Et le grand élément se déplace dans la dernière position. Donc, jusqu'à ce que nous allons voir que tous les éléments vont se déplacer. Donc, c'est un algorithme. Si on l'implémente dans la programmation, on utilise des méthodes récursives pour
arriver. Mais derrière ça, c'est toute une stratégie, comment déplacer les éléments si vous avez qu'un élément intermédiaire qui va vous servir de mémoire tampon. D'accord? Donc, pour la réalisation de ces différents problèmes, un autre problème, on appelle le problème des dames. D'accord? Si j'ai, par exemple, un jeu où j'ai 5 dames, donc 5 dames, ça veut dire j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 éléments. D'accord? Ça veut dire que j'ai aussi une surface de 5, 5. D'accord? 5 lignes, 5 colonnes. Donc, comment je vais placer mes éléments en sorte que aucun élément ne doit être sur la même colonne avec les autres éléments. D'accord? Je ne peux pas placer par exemple un autre élément ici parce qu'ils seront sur la même colonne, plutôt diagonale. D'accord? On doit éviter de mettre les éléments en diagonale, mettre sur la même colonne ou le mettre sur la même ligne. D'accord? Le positionner de façon qu'il n'y ait pas d'interséction. Ok? Si on remarque ici, il n'y a pas d'interséction. Celui-là n'a pas d'interséction, l'autre n'a pas d'interséction et le dernier aussi n'a pas d'interséction. Donc, ça, c'est un algorithme très intéressant. Comme on avait parlé de la chèvre, le loup ainsi que le chou, on peut avoir la même chose avec les insectes qui doivent traverser une rivière sur une feuille, sachant que chaque insecte pèse par exemple un poids donné selon le nombre de kilos de l'insecte et on a une poids totale de la feuille. La feuille ne doit pas supporter plus de 60 grammes, d'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc la contrainte est qu'on ne peut pas mettre des éléments plus de 60 grammes. Donc si je fais traverser les 50 et 30, c'est impossible parce que ça me fera 80. 1000 pattes et lombric ne peuvent pas aller ensemble. Une nouvelle sauterelle de 20 grammes avec 1000 pattes, oui. Lombric lui seul de 50 grammes, oui. Mais je ne peux pas traverser. Donc quel est le chemin le plus court qu'on peut emprunter? D'accord? Donc c'est à vous de réfléchir là-dessus. On peut aussi avoir un dernier exemple d'un robot qui doit parcourir les différentes salles pour ramasser des boules. D'accord? Il y a une boule qui est ici, il y a une boule qui est de l'autre côté et il y a une boule qui est là-bas. Comment le robot va faire? Donc, je ramasse la première boule, puis je passe au dernier, je regarde, je passe au troisième, je regarde, je passe au deuxième. D'accord? Vous pouvez changer, ramasser des colis, ramasser des miettes, ramasser n'importe quoi. Donc, c'est tout un algorithme qui doit être implémenté. Dans les algorithmes de recherche, il y a deux grandes familles. D'accord? La première famille, c'est la famille dite des algorithmes classiques. Ce sont les algorithmes traditionnels, d'accord, utilisés depuis longtemps. Et ces algorithmes ont un problème d'optimisation et de performance. La deuxième approche qui essaie d'améliorer ces algorithmes, c'est les algorithmes de recherche dites heuristiques. Donc, ce sont des algorithmes qu'on appelle plutôt les algorithmes d'intelligence artificielle. D'accord? Nous allons essayer de parcourir les deux grandes familles et pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour les algorithmes classiques, la première des choses, d'abord, nous devons connaître la notion des graphes. D'accord? La notion des graphes, la notion d'arbre vont ensemble. Donc, lorsqu'on veut modéliser un problème souvent en informatique et que les éléments sont en relation entre eux, la structure de données la mieux utilisée pour représenter les éléments ainsi que les relations, c'est la structure appelée graphe. Ok? Donc, on utilise le graphe pour matérialiser la relation entre les éléments. Par exemple, si on veut modéliser une relation d'amitié sur Facebook, X est ami d'Y, Y est ami de Z, on va représenter chaque élément par un cercle et la relation ami de par un tiré entre les deux, les liens entre les deux nœuds. D'accord? S'il y a une relation, il y aura direct, il y aura un nœud. S'il n'y a pas de relation, il n'y aura pas de lien entre les deux nœuds. D'accord? Donc, maintenant, je peux aussi, sur base de cela, dire X n'est pas directement relié à Z, mais X est relié à Y, Y est relié à Z. Donc, si je vais entrer en relation avec Z, je dois passer par Y. Donc, résoudre le problème consiste à trouver un chemin dans le graphe. Donc, quand on modélise un problème, on veut trouver le chemin qui existe entre deux nœuds.
s'il n'y a pas de chemin direct, mais et qu'il y a de nœuds qui relient A, par exemple, qui est le point de départ, avec B, B avec C, C avec D, D avec E, qui est le nœud final, donc on peut trouver un chemin entre A et E. D'accord? Pour cela, nous devons utiliser un certain nombre de stratégies. D'accord? Il y a des stratégies qu'on appellera des stratégies aveugles, non informées. C'est par exemple le parcours en profondeur ou le parcours en largeur. On va comme si on se jette dans l'eau, on cherche, si on trouve, tant mieux. D'accord? Ou bien on va utiliser des parcours informés. Donc, lorsque vous regardez le graphe, d'accord, le graphe représente la relation entre plusieurs nœuds. Donc, on voit que S est en relation directe avec A, S est en relation directe avec D, D est en relation directe avec A est en relation avec B, B est en relation avec C, C est en relation avec aucun élément, d'accord, D est en relation avec E est en relation avec F, F est en relation avec G. Donc, cette relation, si A, B, C étaient des villes, on peut dire le kilométrage entre deux villes, par exemple, entre S et A, la distance est de 3 km, par exemple. Entre S et D, la distance est de 4 km. Entre D et A, la distance est de 5 km. Ok? Ça peut être la distance. Ça peut représenter des amis. A est en relation avec B, A connaît A, C connaît A, S connaît A connaît D, D connaît E connaît B, B connaît A et C. Vous voyez, on peut représenter n'importe quelle relation avec la théorie des graphes. Donc, la structure de données graphes, c'est une structure qui est très puissante. Derrière le graphe se cache une autre structure qui est appelée l'arbre. L'arbre, c'est quand nous voulons maintenant traiter le problème, nous devons choisir le nœud de départ. Ce nœud de départ va être utilisé comme racine de notre arbre, d'accord? L'avantage avec l'arbre est que on n'a qu'un seul chemin pour passer d'un nœud à un autre, ok? Il n'y a pas plusieurs possibilités. Donc, le problème dit de recherche dans un graphe d'état consiste à trouver un seul chemin d'un nœud initial vers un nœud final. Donc, les graphes d'état qu'on trouve en intelligence artificielle ont la caractéristique d'être gros, voire infini. Ok? Pas de représentation en mémoire. Maintenant, ici, on transforme notre arbre en graphe. D'accord? S devient le sommet. S est relié avec qui? Avec A et D. A est relié avec quoi? Avec B et D. D'accord? B est relié avec quoi? Avec C et E. Et ainsi de suite, on va descendre au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrivera à de nœuds qu'on appelle de fils, ou si vous voulez utiliser filles, ça veut dire qu'ils n'ont plus de descendants. Ça veut dire que ce sont les derniers nœuds de notre arbre. À partir de là, nous pouvons maintenant chercher le chemin entre S et n'importe quel nœud de votre réseau. On peut aussi faire la même chose avec le jeu des taquins. D'accord? On a une situation initiale qui est désordonnée. On veut ordonner cela. D'accord? Donc, nous avons ici la case où on peut se servir pour déplacer soit les 6, soit les 7, soit les 5. Ok? Donc, si j'ai déplacé les 5, voilà ce qui va arriver. Si j'ai déplacé les 7, voilà ce qui arriverait. Et si j'ai déplacé le 3, d'accord, voilà ce qui arriverait. Ok? Donc, ici, pour celui-ci, donc pour chaque élément, je dois encore développer. Mais si j'ai développé rien que pour le premier, donc pour lui, je vais déplacer soit 1, soit 8, soit 6. D'accord? Voilà les possibilités. Et ainsi de suite. D'accord? Ceci a été déjà calculé et nous avons trouvé que l'état final sera dans ce chemin-là. Ok? C'est ce chemin qui nous donnera l'état final. Donc, les algorithmes de recherche démarrent la recherche avec la liste contenant l'état initial du problème. Si la liste n'est pas vide, alors on va continuer. On va choisir un nœud selon une stratégie. Quel sera le prochain nœud qui sera choisi? Nous avons vu que S a deux éléments reliés à lui, D et A. Quel est le prochain nœud après S? Est-ce que ça sera A ou D? Tout dépend des stratégies. D'accord? C'est la stratégie qui va définir. Si X est un état final, alors on retourne le nombre recherché. Ça veut dire qu'on ne va plus continuer. Mais si X n'est pas, on doit prendre ses successeurs,
on doit les mettre dans la liste de nœuds à visiter et on va les récupérer un à un tant que la liste ne sera pas vide et l'élément recherché n'est pas encore trouvé. D'accord? Si ce qu'on cherche n'est pas dans notre graphe, ça veut dire que la réponse sera négative, -1, donc je ne l'ai pas trouvé. Parmi les stratégies qui vont nous aider à traiter cela, nous avons la première stratégie, c'est recherche en profondeur. Deuxième stratégie, en profondeur limitée. Troisième stratégie, en profondeur itérative. Quatrième, largeur d'abord. Et cinquième, à coût uniforme. Donc, je vais insister sur quelques algorithmes pour que vous puissiez vous familiariser avec ces notions. Donc, recherche en profondeur. Ici, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Lorsqu'on dit recherche en profondeur, je vais revenir sur cette théorie des graphes ici, de l'arbre. Donc, recherche en profondeur, si j'ai S qui a comme descendant A et D, je vais d'abord commencer à choisir l'un d'eux, c'est A, d'accord? À partir de A, je vais choisir l'un des descendants de A qui est à gauche, c'est B. À partir de B, est-ce que B a des descendants? Oui, je vais choisir C. Est-ce que C a des descendants? Non. Donc, j'ai parcouru S, A, B, puis C. Je vais revenir B. Comme B avait un élément en droite, je le récupère, c'est E. De E, je vais aller vers D. De D, je vais revenir vers E pour aller vers F. Et de F, je vais aller vers G. D'accord? Et de G, je vais retourner jusqu'à B. B va donner à A va donner à D. Et ainsi de suite, on va descendre. Puis on va remonter, on va descendre. Puis on va remonter pour aller vers D. Et D va donner à A va donner à E. Et ainsi de suite. D'accord? Donc si nous venons ici, le choix de l'algorithme en profondeur est simple. C'est-à-dire, pour chaque nœud, on récupère ses descendants et on le met dans la file d'attente. Sauf que on le met à la fin, afin que le premier arrivé soit servi, le dernier arrivé seront servis à la fin. Ok? Donc l'algorithme dit quoi? On va former une liste constituée du nœud racine, le premier nœud. D'accord? À partir du nœud racine, on va vérifier est-ce que la liste est vide. Non, la liste n'est pas vide. Donc on va chercher si le premier élément de la liste est le but à atteindre. On vérifie, ce n'est pas le but à atteindre, donc on doit continuer. Si l'élément c'est le but à atteindre, on doit enlever cet élément et le remplacer en début de liste par ses fils. D'accord? On va enlever, on remplace et on continue. Donc pour la programmation, on utilise le formalisme de la pile. C'est plus facile de modéliser avec une pile qui va selon la stratégie LIFO. Donc vous avez ici les graphes, vous représentez les graphes sous forme d'arbre et à partir d'ici vous pouvez traiter vos données. On parle aussi de profondeur limitée. La profondeur limitée veut dire tout simplement, au lieu de parcourir tous les nœuds jusqu'à ce qu'on arrive vers la fin à des fils, on peut limiter par exemple le parcours jusqu'au nœud de niveau 2 ou le nœud de niveau 3 ou de niveau 5. Sa profondeur limitée. Ici par exemple, si je dis c'est ma profondeur limitée de 1, ça veut dire que la racine ne va consulter que ses fils. Et les fils ne peuvent pas parce que j'ai déjà atteint 1. Mais si c'est d'ordre 3, d'accord, celui-là va être consulté, 3 également, 4 et 5 également. Donc comme j'en ai 6, je peux dire 4 aussi aura des descendants et qui seront comptés. D'accord? C'est le même principe ici. Donc les algorithmes suivants, c'est l'algorithme dit de recherche en largeur. À la différence de profondeur où on prend un nœud, on développe, on récupère un de ses descendants, on descend ainsi de suite. Mais l'algorithme parcours en largeur, on va de façon horizontale. Si le nœud n'est pas la destination, on prend le prochain nœud. D'accord? Donc si A n'est pas la destination, on va prendre D. D'accord? Et quand on prend A, on ajoute B et 2 à la fin. Et quand je suis au niveau de D, je vais prendre A et E. Donc si A et E ne sont pas sur la liste, je vais les ajouter. Au fur et à mesure, donc, on parcourt ligne par ligne pour visiter tous les cas possibles. Maintenant, les algorithmes dits heuristiques, d'accord, les algorithmes de recherche qu'on dit heuristiques, sont les algorithmes qui vont utiliser une certaine fonction, la fonction heuristique, pour faire de l'estimation, d'accord.
Sur base de cette estimation, vous pouvez maintenant vous lancer dans le travail. Donc, la résolution des problèmes à partir d'un état donné, on peut effectuer plusieurs actions élémentaires différentes qui débouchent sur des états différents. Donc, la méthode qui consiste à essayer successivement toutes les possibilités jusqu'à trouver une solution est une méthode de recherche fortement combinatoire. D'accord? On est souvent amené à choisir entre plusieurs choix ou à choisir la meilleure solution. Problème d'optimisation combinatoire. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle apporte une solution à ces problèmes. Les heuristiques, méthode permettant de choisir en premier les actions ayant le plus de chances d'aboutir. Ok? Donc, dans la deuxième partie, nous allons comprendre maintenant le méthode heuristique. Ces solutions-là sont très importantes pour éviter de tomber dans une recherche fortement combinatoire. D'accord? Qui va être coûteux en temps et en performance. Dans les algorithmes de recherche heuristique, un algorithme qui émerge le plus, c'est l'algorithme A étoile. A star, d'accord? A étoile s'écrit sous la forme de f de n qui est égal à g de n plus h de n. Avec g de n, c'est le coût réel pour atteindre n. Et h de n, c'est l'estimation, c'est l'heuristique. D'accord? Si h est sous-estimé, on trouve à coup sûr une solution optimale. Mais si h est surestimé, on ne peut pas l'obtenir. D'accord? Donc, vous devez être à mesure de distinguer la fonction f et n qui est égale à g de n plus h de n. En réalité, c'est quoi? L'algorithme A étoile dit que pour atteindre une destination, vous avez besoin de deux parties. Donc, l'estimation jusqu'au voyage, plutôt l'estimation g de n du coup jusqu'au dernier né avant d'atteindre l'objectif, et h de n qui est l'heuristique de chaque nœud. D'accord? Maintenant, si nous trouvons que f a été surestimé, c'est un problème. S a été sous-estimé, ça peut passer, mais surestimé, ce n'est pas bon. Dans la fonction h de n plus g de n, si h de n est égal à 0, ça veut dire que si on n'a pas d'heuristique, on retrouve notre fonction de départ. D'accord? On retrouve la fonction de départ. Et si le f de h est égal à g de n est égal à h de n, mais g de n est égal à 0, ça veut dire qu'on ne se base plus sur le cours qui a été proposé, on se base sur l'heuristique pour atteindre l'objectif. D'accord? Donc, dans l'heuristique, on parlera des termes comme minorante. Ça veut dire que pour chaque nœud de n, h de n est inférieur ou égal à h étoile de n. D'accord? Il n'y a pas un élément qu'on peut trouver qui va donner plus de valeur. Donc, si h est minorante, alors l'algorithme A étoile, c'est admissible. Ok. D'accord. Allons maintenant tout droit au but sur l'algorithme A étoile. Donc, l'algorithme A étoile est une expression de l'algorithme de Dijkstra. Donc, l'algorithme de Dijkstra, c'est l'algorithme qui a été utilisé dans la théorie des graphes pour chercher le meilleur chemin, d'accord, entre un nœud et un autre, d'accord. Donc, utilisé pour trouver un chemin optimal dans un graphe via l'ajout d'une heuristique. Donc, une heuristique maintenant est une fonction d'estimation du coût entre un nœud d'un graphe et le but, d'accord. Par exemple, je vais aller quelque part, je vais faire l'estimation heuristique. J'ai dit pour aller là-bas, ça va m'écouter en vol d'oiseau, par exemple, 1 heure ou 2 heures. D'accord? Je vais utiliser le paramètre à vol, la distance, le temps obtenu par la distance à vol d'oiseau. Donc, quelle est sa valeur? C'est cette valeur-là que je vais mettre à mon nœud. Donc, les heuristiques sont à la base de beaucoup de travaux en intelligence artificielle, recherche les meilleurs heuristiques, apprentissage automatique de heuristiques. Pour réaliser A étoile, nous avons besoin de deux variables, la variable open et la variable close. Donc, la variable open va ajouter tous les nœuds qui arrivent dans notre système. Ça veut dire, tant que le nœud est dans la partie open, ces nœuds-là peuvent retourner dans le calcul de notre chemin si on trouve une valeur meilleure que ces nœuds. D'accord? Closed contient le nœud déjà traité, c'est-à-dire à l'intérieur de la frontière délimitée par open.
Les nœuds n dans Open sont triés selon f de n et on appelle f de n la fonction d'évaluation. Et pour chaque nœud, f de n est un nombre réel positif ou nul. Donc, estimant le coût du meilleur chemin partant de la racine, passant par n et arrivant au but. Donc, un nœud qui a été déjà visité, qui nous a donné un meilleur chemin, une meilleure valeur, disons, sera placé dans closed. La fonction d'évaluation, f de n, donc c'est la somme de g de n plus h de n. Donc ça, c'est juste l'explication. En pratique, on ne connaît pas le coût de ce qu'on cherche. D'accord? On essaie d'estimer avec les heuristiques. Donc g de n, c'est le coût du meilleur chemin ayant mené au nœud n depuis la racine. Donc on fait le cumul de g de n. Mais h de n, on ne fait pas le cumul. C'est-à-dire le coût du meilleur chemin trouvé jusqu'à maintenant qui sera à n. Et h de n, coût estimé du reste du chemin optimal partant de n jusqu'au but. D'accord? De n jusqu'au but. Par exemple, ici, l'objectif, c'est ces nœuds bleus. D'accord? Si j'arrive au niveau de ces nœuds, donc je fais 1, 2, 3. D'accord? Donc, c'est ce qu'on parlera plutôt de G, qui sera les cumuls. D'accord? Et à partir d'ici, on va faire l'heuristique pour estimer la valeur par rapport au nœud en bleu. D'accord? Donc, il y a plusieurs autres fonctions euclidiennes heuristiques qui peuvent être utilisées, telles que la distance euclidienne, donc la distance entre deux nœuds, la distance de Manhattan pour un chemin sur une carte, éventuellement pondérée par la qualité de route, le prix du billet, etc. Donc, probabilité d'atteindre l'objectif en passant par le nœud, qualité de la configuration qu'un jeu peut avoir par rapport à une configuration gagnante. D'accord? On a aussi le N-puzzle qui est aussi utilisé dans la recherche. On calcule par exemple le nombre de tuiles mal placées ou la somme de distance des tuiles. Ça aussi, c'est l'heuristique qui peut être utilisé. Donc, si vous avez maintenant votre algorithme à étoiles, vous pouvez l'appliquer directement dans votre programme en Python. Mais vous pouvez aussi faire mieux. D'accord? Pour l'instant, comment on implémente cet algorithme? Algorithme de générer des recherches dans un graphe. Quand vous avez n et n', d'accord? On déclare deux listes open et close. On insère le nœud initial dans open. Ok? Tant que c'est la boucle infinie, parce qu'on a mis que 1 à l'intérieur. Tant que open est vide, sorti de la boucle avec échec et récupérer le premier nœud qui est au 2. D'accord? Et ainsi de suite, on va travailler jusqu'à ce que on trouve la solution. Donc, je vous demande de le lire calmement. D'accord? Et on aura peut-être à trouver un moyen pour faire un exercice. Donc, j'ai la ville N0 qui est la ville de départ. J'ai la ville N6 qui est le nœud de destination. Comment passer de N0 à N4? N6. Si vous êtes naïf, vous allez dire 4 plus 2 plus 4, ça fait 8. Or, si vous regardez ici, 4 plus 1 plus 2, ça fait 7. Vous gagnez. 4 plus 7, ça fait 13. 13 plus 3. D'accord? Ici aussi, on gagne. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'heuristique, c'est la distance à vol d'oiseau. Et le bleu, c'est la distance entre deux villes. On a aussi quelques exemples tels que le jeu de puzzle, le taquin qu'on a parlé tout à l'heure. À chaque fois qu'on déplace, c'est une combinaison. À chaque fois qu'on déplace, c'est une combinaison. D'accord? Il serait mieux de gérer cela d'une autre manière. On peut aussi utiliser la distance de Manhattan, d'accord, qui est une bonne valeur pour l'estimation. D'accord? Ici, par exemple, pour aller de l'état initial à cet état final, voici les différentes combinaisons. Si on jouait 5, on sera dans cet état. Si on jouait 6, on sera dans cet état. 2, on sera dans cet état. Et 1, on sera presque fini. On aura presque fini.
D'accord? Vous avez la résolution des problèmes, qui est un point qui doit être quand même souligné. Avec l'heuristique, nous gagnons du temps. Donc, vous avez le problème de NRN qui peut s'étendre. OK? Il y a d'autres algorithmes d'heuristique, tels que je vous ai dit. Si le H est égal à 0, on peut utiliser Dijkstras qui est f de n est égal à g de n. Si le best first search a un problème, on peut aussi faire cela. D'accord? Greedy best first search, c'est aussi un autre algorithme. La seule différence est que nous ne tenons pas compte de l'ancienne valeur. Nous attaquons directement les problèmes. Donc, il y a d'autres algorithmes dits heuristiques, tels que l'algorithme de hill climbing, où on est en train d'atteindre le sommet d'une montagne. Le principe ici, c'est de chercher toujours le chemin qui vous rapproche de l'objectif. D'accord? C'est le chemin qui vous rapproche de l'objectif. Par exemple, ici, nous avons le graphe. Le poids, c'est 1. Et nous avons notre tableau qui va nous aider à modéliser l'heuristique de chaque nez vers le sommet. Le sommet lui-même n'a pas de valeur, c'est G, c'est 0. Donc, il y a l'algorithme le meilleur premier, d'accord, best first search. Ici, quel est le principe? Ça veut dire que lorsqu'on visite tous les nœuds qui n'ont pas encore été visités, lorsqu'on le sélectionne, ce nœud-là va aussi ajouter ses descendants, d'accord, d'un niveau. Et vous allez encore trier les tableaux pour que celui qui a la plus petite valeur soit mis en première position. D'accord? Donc ça, ce sont quelques exemples pour se déplacer. Le jet des taquins aussi. D'accord? Ça, ce sont quelques points à développer. Donc, dans cette partie, nous avons parcouru les algorithmes de recherche. Il y a deux grandes familles. Il y a la famille des algorithmes classiques. Il y a la famille des algorithmes dits heuristiques. D'accord? Les algorithmes classiques, on a vu par exemple parcours en largeur, parcours en profondeur, à coût uniforme. Et dans l'heuristique, il y a le hill climbing par exemple qui est utilisé. Il y a le A étoile qui est utilisé en combinaison avec déjà l'architecture de départ. Et tout ce que nous pouvons, disons, comprendre ici que votre logiciel ou votre device peut rechercher un chemin. Il suffit juste d'implémenter un des algorithmes existants. Ok? Donc, je tiens à vous remercier pour le temps que nous avons passé. À bientôt, nous allons passer au chapitre suivant.